Ma femme m'a obligé à coucher avec sa meilleure amie pour qu'elle tombe enceinte, mais au lieu de ça, j'ai découvert le secret qu'elle me cachait depuis des mois. Avec Alec, on était mariés depuis 6 ans, rien à signaler, boulot stable chacun, une petite maison en banlieue, et on commençait tout juste à parler d'avoir un enfant d'ici 1 ou 2 ans, une fois qu'on aurait mis assez d'argent de côté. Jade, sa meilleure amie, gravite autour de nous depuis toujours. Elle était là avant même notre mariage, squattait la maison, partait en vacances avec nous, bref, on aurait presque dit qu'on formait un trio. Mais comme Hailey rayonnait quand elle était là, je trouvais ça normal. Jade, de son côté, accumulait les déceptions amoureuses et se lamentait constamment que son horloge biologique tournait, surtout depuis qu'elle avait passé la barre des 35 ans. Elle lançait en rigolant qu'elle finirait par me voler pour avoir un bébé, ce qui m'a toujours mis très mal à l'aise, alors qu'Alec prenait ça à la légère en disant que ce n'était que pour rire. Un soir, après un dîner chez nous, dès que Jade est rentrée, Hailey m'a demandé de m'asseoir. Elle voulait me parler sérieusement. Elle m'a avoué que Jade rêvait d'avoir un enfant et m'a demandé si je serais prêt à l'aider. Je pensais qu'elle parlait d'une solution médicale, genre une FIV ou une insémination, mais non. Alec voulait que je couche avec Jade pour de vrai, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle trouvait ça moins cher qu'une FIV, et selon elle, Jade me faisait confiance pour être un bon père. J'ai immédiatement refusé. C'était clairement hors de question. Hailey s'est vexée et m'a accusé d'être égoïste, en prétendant que Jade faisait partie de la famille et qu'on devait s'entraider, reprenant exactement ses mots. Pendant des semaines, elle m'a bassiné avec ça au quotidien, glissant sans cesse « Jade serait une maman géniale » ou « Tu pourrais l'aider à réaliser son rêve ». Même quand on se baladait, elle me désignait les pères avec leurs enfants au parc et murmurait « Ça pourrait être toi avec le bébé de Jade ». L'insistance est vite devenue étouffante. De son côté, Jade a changé d'attitude aussi. Lorsqu'elle passait à la maison, elle s'habillait de manière très suggestive, profitait du moindre prétexte pour toucher mon bras pendant nos discussions et n'hésitait pas à balancer des allusions comme « on ferait de magnifiques enfants ensemble ». Un jour, lors d'une soirée, elle s'est carrément assise sur mes genoux devant tout le monde et Hailey m'a adressé un sourire complice à travers la pièce. J'ai fini par fuir la maison dès que je savais que Jade allait venir. Quand Ali m'a annoncé qu'elle avait pris rendez-vous chez un conseiller conjugal pour qu'on discute tous les trois de la proposition, j'ai refusé net. C'est là qu'elle m'a lancé, entre larmes et colère, « Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi, pour me rendre heureuse. » Elle m'a reproché d'avoir laissé Jade espérer pour rien et menacé de tout remettre en question entre nous sous prétexte que je n'aidais pas son amie. Ce soir-là, j'ai dormi chez mon frère, histoire de prendre du recul. C'est en étant loin de toute cette histoire que j'ai repensé à la façon dont Hailey s'agrippait à son téléphone depuis quelque temps, l'emportant avec elle absolument partout et le posant systématiquement face contre table. J'avais fait une sauvegarde automatique de son portable sur notre cloud commun et j'y avais encore accès. J'ai donc fouillé, pensant y trouver un détail anodin. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Hailey et Jade préparaient ce coup bas depuis quasiment 1 an. Tout était millimétré. J'étais censé mettre Jade enceinte. Hailey demanderait le divorce en m'accusant d'adultère grâce à la grossesse pour preuve. Elle garderait la maison et toucherait une pension alimentaire, et toutes les deux élèveraient l'enfant ensemble. Elles évoquaient au fil de leurs messages leur histoire secrète, leur amour de jeunesse remontant à la fac, mais expliquaient que Hailey m'avait épousé pour la sécurité financière. Elle m'appelait leur plan B, le donneur de sperme. Jade écrivait, sans détour, qu'une fois qu'elles auraient eu l'enfant et mon argent, elles pourraient enfin vivre leur histoire à la lumière du jour. Elles avaient eux-mêmes déjà consulté un avocat pour bétonner le dossier. Si elles parvenaient à prouver la trahison, surtout avec un bébé à la clé, Hailey raflerait tout. Leur plan allait jusqu'à me piéger à mon insu en me filmant avec Jade, pour rendre l'affaire irréfutable devant n'importe quel tribunal. J'ai fait des captures d'écran de tout et les ai envoyées à mon avocat spécialisé dans les divorces dès le lendemain matin. Puis je suis rentrée chez moi comme si de rien n'était, en faisant mine d'avoir réfléchi et en suggérant à Hailey qu'on reparle sérieusement de rendre service à Jade. Elles étaient toutes les deux surexcitées. Hailey a commencé à organiser la rencontre selon le cycle de Jade. L'ovulation était prévue pour la semaine suivante et il fallait que tout soit prêt. J'ai accepté en prétextant que ce serait mieux si on organisait un bon dîner, histoire de détendre l'atmosphère avant. Le vendredi soir, Jade est arrivée moulée dans une robe indécemment courte et n'a pas arrêté de me lancer des regards appuyés toute la soirée. Hailey avait sorti le grand jeu, mon plat préféré, et ne cessait de remplir mon verre, comme pour me détendre ou me pousser à baisser la garde. Après le repas, Hailey a suggéré qu'on aille finir la soirée tous les trois dans la chambre pour discuter plus à l'aise. C'est à ce moment-là que je leur ai révélé tout ce que je savais. J'ai sorti mon téléphone, posé les captures d'écran sur la table. Le visage de Hailey est devenu livide. Elle tremblait tellement qu'elle s'est agrippée à la table pour ne pas s'effondrer. Jade, de son côté, s'est levée si brusquement que sa chaise a basculé, renversant son verre de vin rouge sur la nappe, éclaboussant tout de taches rouges sombres. Elles se sont mises à crier, à parler en même temps, l'une accusant l'autre d'avoir menti, Hailey hurlant que les messages étaient retruqués, Jade martelant que j'avais déformé la situation. Je les ai regardées sans ciller.
en silence, mon téléphone à la main, attendant que la panique monte. J'ai fini par leur dire que tout avait déjà été transmis à mon avocat dans la matinée. D'un coup, silence complet, à peine troublé par la respiration saccadée d'Alay, comme si elle venait de courir un marathon. Jade a essayé de filer vers la porte, mais je me suis dressé devant en la sommant de rester. « Tu vas écouter jusqu'au bout ce que j'ai à dire. » Elle a tenté de me pousser en vain. Je leur ai expliqué que l'avocat détenait chaque message, chaque échange, le plan détail par détail. J'ai précisé que leur projet de faux adultère était la preuve même d'une tentative de fraude et qu'Alay avait maintenant 2 options. Accepter tout de suite un divorce à l'amiable ou voir cette histoire révélée à ses parents, à son patron, à tous nos amis, personne ne serait épargné. Le visage de Jade a viré au rouge écarlate et des larmes lui sont montées aux yeux, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la colère pure. Hailey, elle, continuait de me fixer d'un air absent, comme si elle ne me reconnaissait plus. Et puis, tout à coup, Hailey a craqué pour de bon. Elle m'a saisi les mains en tremblant, ses doigts glacés cherchant à s'agripper aux miens, et elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle m'aimait, que tout était de la faute de Jade depuis le début. Selon elle, Jade l'avait manipulée et elle n'avait jamais voulu aller aussi loin. Puis Jade s'est retournée vers Hailey d'un seul coup, si brusquement que j'ai cru entendre un craquement, et elle s'est mise à hurler qu'Hailey mentait, que tout venait d'elle, qu'elle n'avait accepté cette histoire que parce qu'Hailey disait que c'était leur seule chance d'être ensemble. Elles se sont alors engouffrées dans une dispute sans fin, chacune rejetant la faute sur l'autre, essayant désespérément de sauver sa peau. Je les ai regardées se déchirer, exactement comme je l'avais anticipé. Voir leur duo exploser aussi vite une fois démasqué avait quelque chose de pathétique. Toutes ces magouilles pour finalement voir leur alliance voler en éclats à la première lumière de la vérité. Je leur ai dit à toutes les deux de quitter ma maison. J'ai précisé à Hailey qu'elle avait jusqu'au lendemain matin pour faire ses valises et ne prendre que le strict nécessaire. Le reste serait réglé par avocats interposés. Hailey a tenté de me supplier. Elle voulait qu'on discute, prétendant qu'on pouvait arranger les choses si seulement je l'écoutais. Elle a encore essayé de m'attraper, mais je me suis écarté. Je lui ai répondu que j'en avais assez d'entendre des mensonges. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon frère Troy. Jade a tenté de filer, mais je l'ai stoppé net. J'ai dit qu'elle attendrait l'arrivée de Troy, parce qu'il était hors de question que je leur laisse la maison sans surveillance. Je ne leur faisais plus confiance, ni à l'une ni à l'autre, de peur qu'elles essaient d'effacer des preuves sur mon ordi ou de piquer des documents importants. Hailey, elle, pleurait toujours, répétant mon prénom en boucle. Jade s'est rassis, regard figé sur le vin renversé, sans lever les yeux ni vers Hailey ni vers moi. L'attente des 20 minutes avant que Troy n'arrive m'a semblé interminable. Il est arrivé bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Sans doute avait-il roulé à toute vitesse. En ouvrant la porte, il a compris tout de suite qu'il se passait quelque chose de grave. Mon visage allait en larmes sur le canapé, Jade assise à la table. Il n'a pas eu besoin d'explication. Je lui ai tendu mon téléphone pour qu'il voie les captures d'écran. Au fur et à mesure qu'il lisait, je voyais son visage changer, sa mâchoire se crisper, son regard se durcir. Quand il a levé les yeux vers Hailey, je ne l'avais jamais vu lancer un regard pareil à qui que ce soit. Il lui a simplement dit de prendre ses affaires pour la nuit et de partir. Sa voix était froide, posée, glaçante. Hailey a essayé de parler, mais Troy l'a coupé net, précisant qu'il ne voulait rien entendre. Elle a attrapé son sac et son manteau, toujours en sanglots, et elle est sortie sans un mot. Jade l'a suivie. Aucune des deux ne s'est retournée. Troy a refermé derrière elle et a verrouillé la porte, puis il s'est tourné vers moi. Il m'a dit qu'il fallait changer les serrures dès ce soir et que j'irais dormir chez lui jusqu'à ce que le divorce soit réglé. Pour lui, Hailey ne méritait plus ni mon temps, ni mon énergie. Sans perdre de temps, on est parti acheter ce qu'il fallait. Il savait exactement quoi prendre et comment installer les nouvelles serrures. De retour à la maison, il a changé celle de l'entrée et de l'arrière pendant que je faisais mon sac. Ça n'a pas traîné. Il agissait vite, en silence, mais je sentais qu'il bouillait pour moi. Quand tout a été prêt, on a chargé mes affaires dans son camion. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison avant de partir. Elle ne ressemblait plus à chez moi, juste à l'endroit où je m'étais fait avoir pendant 6 ans comme un idiot. L'appartement de Troy était à l'autre bout de la ville, plus petit, mais propre et calme. Il m'a installé dans la chambre d'amis et m'a conseillé d'essayer de dormir un peu. Je croyais que ce serait impossible, mais j'étais épuisé, vidé par l'adrénaline, et j'ai sombré dès que ma tête a touché l'oreiller. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Il n'était même pas 8 heures. Troy est allé ouvrir, et j'ai reconnu la voix de Hailey, puis celle de sa mère, Olive. J'ai enfilé mes vêtements en vitesse, et je suis sorti de la chambre d'amis. Olive se tenait là, au milieu du salon, comme si l'endroit était à elle, et dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à me hurler dessus en disant que j'étais cruel, sans cœur, d'abandonner ma femme comme ça, que Hailey l'avait appelée en larmes la veille, en prétendant que je l'avais mise dehors sans raison. Selon elle, peu importait nos soucis, on aurait dû régler ça comme des adultes, pas fuir nos responsabilités. Je n'ai rien répondu.
Je lui ai juste tendu mon téléphone et demandé de lire les échanges entre sa fille et Jade. À mesure qu'Olive faisait défiler les messages, son expression changeait, bouche entr'ouverte, main devant le visage, yeux de plus en plus hallucinés. Quand elle a relevé la tête, elle ne criait plus. Elle s'est tournée vers Hailey, qui fixait le sol en silence. Olive a demandé si c'était vrai et, dès que Hailey a voulu se justifier, elle l'a interrompu. Elle voulait savoir si tout avait vraiment été orchestré pour me piéger, pour que Jade tombe enceinte, divorcer ensuite et tout me prendre. Sa voix s'est brisée en prononçant ces mots. Hailey a tenté de s'expliquer, mais rien n'avait de sens. Olive ne faisait que secouer la tête, répétant si c'était réellement la personne qu'elle avait élevée, si elle avait pu élever quelqu'un de capable de ça. Hailey s'est remise à pleurer. Olive m'a rendu mon portable et a annoncé à Hailey qu'elle s'en allait. Elle n'a pas présenté d'excuses, mais la honte se lisait sur son visage. Elles sont parties et Troy a verrouillé derrière elle. Le lundi matin, j'avais rendez-vous avec Elena Velasquez dans son bureau du centre-ville. C'était l'avocate spécialisée en divorce à qui j'avais envoyé les captures d'écran 2 jours plus tôt. Son cabinet se trouvait au 10e étage d'une tour de verre, avec une vue panoramique sur toute la ville. Quand je suis entré, elle avait déjà tout imprimé et étalé sur son bureau. Elle m'a expliqué que, de toute sa carrière, c'était l'un des cas de fraude et de manipulation les plus flagrants qu'elle ait traités. La plupart du temps, les divorces sont un enchevêtrement de ressentiments et de versions contradictoires. Mais là, tout était noir sur blanc, irréfutable, avec leurs mots à elle. Elle m'a expliqué que le plan de Hailey, qui consistait à prétendre une infidélité, était en train de se retourner contre elle. On avait désormais une preuve solide qu'elle cherchait à manipuler la justice, ce qui me donnait un net avantage sur la plupart des maris dans une procédure de divorce. Les juges détestent les personnes qui essaient de gruger le système. Elena m'a assuré qu'on pouvait même demander à ce que je garde la maison et la quasi-totalité des biens, puisque Hailey avait monté de toutes pièces cette fraude. Elle m'a demandé si je voulais aussi poursuivre Jade pour complicité, mais j'ai répondu que je voulais juste tourner la page, qu'elle disparaisse de ma vie. 3 jours plus tard, Elena a été appelée par la nouvelle avocate de LA. Elle a mis le haut-parleur pour que je puisse suivre la conversation. L'avocate a tenté de prétendre que tous ces messages n'étaient que des échanges sous l'emprise de la colère et qu'il ne fallait pas les prendre au pied de la lettre, que parfois on s'emporte et on dit des choses qu'on ne pense pas. Elena n'a même pas réfléchi avant de rétorquer que Hailey et Jade avaient pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce pour mettre au point ce plan, preuve qu'il s'agissait bien de préméditation et non d'un simple coup de tête. Il existait des traces de cette démarche, des mails pour fixer le rendez-vous. L'avocate d'en face s'est tue, puis a simplement dit qu'elle devait en discuter avec sa cliente et qu'elle rappellerait plus tard. Quand Elena a raccroché, elle m'a souri en coin. Selon elle, l'avocate de Hailey venait de prendre conscience de l'ampleur des dégâts et devait sûrement expliquer à sa cliente que tenter de se défendre serait une très mauvaise idée. J'ai alors commencé à prévenir mes proches de la situation, car je me doutais bien que Hailey ne tarderait pas à raconter sa propre version. J'ai d'abord appelé mon meilleur ami, Cameron, qu'on se connaît depuis la fac. On s'est retrouvés dans un café près de son boulot. Je lui ai montré les captures d'écran. Il a affiché toute une gamme de réactions en les consultant, et quand il les a eues toutes lues, il m'a dit qu'il était choqué, mais pas vraiment surpris. Il trouvait depuis longtemps que Jade avait une influence étrange sur Hailey, une amitié avec une intensité malsaine, comme si Jade ne pouvait pas se détacher d'elle, toujours à la toucher ou à s'installer le plus près possible, à faire des commentaires ambigus. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'elles étaient ensemble, ni qu'elles allaient monter un coup aussi tordu. Il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour m'aider. J'ai répondu que l'essentiel, c'était que mes amis connaissent la vérité avant que Hailey se mette à tout déformer. 2 semaines après cette fameuse soirée du vendredi, je passais en revue nos comptes avec le conseiller financier, histoire de comprendre l'état exact de nos finances et de préparer un partage équitable. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur quelque chose qui m'a encore retourné l'estomac. Hailey envoyait de l'argent à Jade en cachette depuis des mois, et pas des broutilles. Elle payait le loyer de Jade, soit $1 200 chaque mois, la mensualité de sa voiture, encore $300, plus des virements Venmo pour les courses, l'essence, toutes sortes de frais. Je fais le compte, ça frôlait les $2000 tous les mois depuis 8 mois. $16 000 de notre argent, celui que je croyais mettre de côté pour l'avenir ou pour des enfants, servait à entretenir Jade. Ali se servait de mon salaire pour subvenir aux besoins de sa maîtresse, tout en me mentant sur notre situation financière et notre avenir. J'ai envoyé illico tous les relevés à Elena. Moins d'1 heure après, elle me rappelait, l'air ravi. Ces éléments étaient encore mieux que les messages, selon elle. Hailey piochait dans l'argent du couple pour préparer son départ avec sa copine. Exactement le genre de choses qui fait bondir les juges. Elena a attaqué la procédure de divorce dès le lundi suivant et m'a confirmé avoir transmis tous les documents au tribunal. L'avocat de Hailey les recevrait dans la journée. Elle a précisé que la requête évoquait la fraude et la violence psychologique,
ce qui, à mes yeux, était plus que justifié. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est quand Elena m'a dit qu'elle réclamait aussi le remboursement de tout ce que Haley avait versé à Jade ces 8 derniers mois, soit 16 000 $ envolés dans mon dos. 3 jours plus tard, l'avocat de Haley a contacté Elena pour ouvrir la discussion. Selon lui, ces virements d'argent n'avaient rien d'extraordinaire. C'était juste une amie qui en aidait une autre. Elena l'a coupé net en citant des messages où Haley et Jade parlaient d'utiliser mon argent pour démarrer leur vie ensemble. Les textos étaient sans ambiguïté. On était loin de l'entraide entre copines. C'était de la prévoyance pour s'installer ensemble après avoir ruiné ma vie. Après ce coup-là, l'avocat a compris où il mettait les pieds et a dit qu'il devait voir avec sa cliente s'il y avait une possibilité d'accord. Le mardi suivant, j'étais chez Troy. Il était parti chercher le dîner au resto thaï qu'on adorait et j'étais seul à traîner devant une émission de cuisine, sans vraiment la suivre. C'est là que j'ai entendu frapper à la porte. J'ai jeté un œil dans le Judas et mon cœur s'est emballé. Jade était là, jeans et pull, l'air petite et nerveuse. Hésitant à ouvrir, j'ai d'abord sorti mon téléphone, lancé l'enregistreur, puis ouvert finalement la porte. Aussitôt, Jade s'est lancée dans un torrent d'excuses, débitant son texte comme si elle l'avait répété 100 fois, jurant qu'elle ne voulait pas que ça prenne une telle ampleur, que tout lui échappait. Elle m'a proposé un deal. Si je retirais mes réclamations financières contre Haley, elle acceptait de témoigner au tribunal, de tout prendre sur elle et d'affirmer que c'était son idée, que Haley avait été manipulée. Je suis resté dans l'embrasure, à la regarder s'accrocher vainement à l'espoir de sauver Haley, prête à tout endosser. Quand elle s'est arrêtée et m'a fixé, j'ai juste levé mon téléphone pour lui montrer l'enregistrement en cours. Elle est devenue livide. Je lui ai dit que revenir chez moi pour me manipuler, c'était juste une preuve supplémentaire de qui elle était vraiment. Et qu'avec ce nouvel enregistrement, j'avais encore plus de raisons de lui demander de ne plus jamais revenir me chercher d'ennui. Elle a entrouvert la bouche, prête à protester, mais aucun mot n'est sorti. Sans un mot de plus, elle s'est retournée et a traversé le couloir d'un pas rapide. J'ai fermé la porte derrière elle, coupé l'enregistrement et, sans attendre, envoyé le fichier à Elena avec un message qui lui expliquait toute la situation. Sa réponse n'a pas tardé. Moins de 5 minutes plus tard, elle m'assurait que c'était la preuve parfaite d'une tentative de manipulation de témoins et ajoutait que, franchement, Jade avait complètement perdu la tête. 2 jours plus tard, alors que j'étais au travail, mon téléphone a sonné. C'était Olive. J'ai hésité un moment avant de décrocher, puis j'ai fini par répondre. Sa voix n'avait plus rien à voir avec celle pleine de colère qu'elle avait eue chez moi. Elle était bien plus calme, presque fatiguée. Elle s'est excusée pour la façon dont elle avait réagi quand je lui avais montré les captures d'écran. Elle n'arrêtait pas d'y penser depuis, m'a-t-elle dit, et elle avait pris conscience qu'elle avait préféré fermer les yeux sur la réalité pour croire sa fille plutôt que de regarder les faits en face. Elle m'a confié que, depuis notre confrontation, Haley l'appelait tous les jours, en pleurs, l'accusant de vouloir la briser et affirmant que j'étais violent, manipulateur, que j'avais falsifié les messages pour ruiner sa réputation. Mais Olive avait tout relu, cette fois vraiment attentivement, les messages que je lui avais transmis. Elle ne pouvait plus se voiler la face. Tout était là, noir sur blanc, dans les propres mots de sa fille. Elle m'a avoué qu'elle ne reconnaissait plus Haley, que la personne écrivant ces messages, me traitant comme un simple distributeur d'argent, ce n'était pas l'enfant qu'elle avait élevé. Bouleversée, elle s'est mise à pleurer doucement, ajoutant qu'elle me croyait et qu'elle était désolée. Je ne savais pas trop comment réagir, alors je l'ai simplement remerciée pour son appel. Elle m'a assuré qu'elle était prête à témoigner en ma faveur si cela devenait nécessaire, ce qui m'a laissé sans voix. Une fois la conversation terminée, je suis resté là, assis 20 bonnes minutes dans la voiture, sur le parking, réalisant que la propre mère de Haley était désormais de mon côté. 1 mois après mon arrivée chez Troy, j'ai passé la pire nuit depuis le début de cette histoire. C'était un samedi vers 2h du matin, incapable de trouver le sommeil, assailli par tous les souvenirs de mon mariage que je pensais authentiques. Je revoyais le jour de notre mariage, Haley en larmes pendant ses vœux, persuadée qu'elle était sincère, ce séjour à la mer où elle me serrait la main en me parlant de passer notre vie ensemble, toutes ces fois où elle m'a dit qu'elle m'aimait, alors qu'en parallèle, elle préparait minutieusement ma chute. Incapable de rester allongé, je suis allé dans le salon, où j'avais laissé quelques cartons avec mes affaires. J'ai retrouvé celui qui contenait nos albums photos et je me suis mis à les feuilleter. Toutes ces images de nous, affichant de grands sourires au restaurant, lors de cérémonies de mariage d'amis ou en randonnée. Sur chaque photo, on semblait rayonner de bonheur. Mais aujourd'hui, je savais que, pour elle, tout cela n'était qu'une mise en scène. Elle jouait un rôle, tandis que moi je l'aimais sincèrement. Troy m'a probablement entendu bouger, car il est sorti de sa chambre, en jogging et t-shirt, sans rien me demander, sans me conseiller d'aller dormir. Il a simplement pris place à mes côtés, attrapé un album et a tourné les pages en même temps que moi. On est ainsi resté,
silencieux, peut-être 1 heure, lui me tendant un mouchoir lorsque j'en avais besoin, sans jamais retirer sa main de mon épaule. Vers 3h30, j'ai refermé le dernier album et Troy m'a lancé « Tu veux qu'on regarde une connerie à la télé ?» Au final, on a enchaîné les vieux épisodes d'une sitcom jusqu'à l'aube. Il n'a pas cherché à me consoler ni à me dire que ça finirait par aller. Il s'est simplement assis là, à côté de moi, pendant que je faisais le deuil de la vie que j'aurais voulu avoir. La semaine suivante, Cameron m'a appelé. Il avait une voix bizarre, un peu hésitante. Il m'a expliqué qu'il était tombé par hasard sur Jade ce matin-là, dans un café du centre-ville. Elle était installée avec une autre femme, et elles se tenaient en la main, pas comme 2 copines, mais bien comme un couple. Juste avant de partir, la femme a entouré la taille de Jade, puis l'a embrassée sur la joue d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur relation. Cameron, surpris, les avait regardés quelques instants, puis était sorti appeler un ami commun qui, lui, connaissait Jade par le travail. Cet ami lui a appris que Jade était en couple avec cette femme, Ronan, depuis près de 2 ans. 2 ans. Ce qui voulait dire que durant toute la période où elle ourdissait son plan avec Haley pour que je couche avec elle dans le but d'avoir un enfant, elle avait déjà une compagne. Je me suis senti écœuré en l'apprenant. Tout ce que je croyais comprendre sur leur manigance prenait une autre dimension. Elles n'étaient même pas ensemble comme je l'imaginais. Jade avait depuis le début sa propre petite amie. Savoir que Jade était avec Ronan depuis 2 ans rendait l'affaire encore plus sordide. Je croyais naïvement à l'histoire de 2 femmes amoureuses, prêtes à tout pour être ensemble et désireuses de profiter de mon argent. C'était déjà glauque, mais comprendre que Jade n'a jamais été vraiment impliquée avec Haley montrait que tout était encore plus froid, calculé, cynique. Elle ne formait même pas un vrai couple. Elle s'était simplement associée pour profiter de moi. Haley voulait un enfant de Jade, afin de me faire passer pour infidèle et rafler la mise au divorce, tandis que Jade convoitait sans doute mon ADN et une part généreuse des 16 000 $ versés par Haley. Et Ronan, tout ce temps, restait dans l'ombre pendant que sa propre compagne essayait de tomber enceinte de mon enfant. À force d'empiler les mensonges, ma tête tournait. Je me suis demandé si j'en avais jamais réellement connu une seule, si quoi que ce soit de ces 6 années avait eu la moindre consistance. Chacun de mes souvenirs en était soudain terni, à mesure que je réalisais combien de personnes me mentaient en même temps. La médiation a eu lieu un jeudi matin, dans une salle de réunion en plein centre-ville. Elena était à ma gauche, Haley et son avocate en face, la médiatrice trônant en bout de table avec cette mine guindée de fausse neutralité. Nous discutions du partage des biens depuis plus d'1 heure quand, tout à coup, Haley s'est mise à pleurer. De vraies larmes lui coulaient sur les joues, sa voix se brisait quand elle plongeait ses yeux dans les miens. Elle m'a dit qu'elle savait avoir fait des erreurs, mais qu'elle m'aimait encore. Qu'elle voulait qu'on se donne une dernière chance, on pourrait tenter une thérapie, essayer de recoller les morceaux. La médiatrice, un peu embarrassée, lui a demandé si elle était sincère dans sa démarche de réconciliation. Haley a hoché la tête, tendant la main par-dessus la table, comme pour saisir la mienne. La médiatrice a alors demandé à Haley si elle était prête à faire preuve d'une totale honnêteté sur la façon dont elle avait préparé l'affaire et à rembourser l'argent donné à Jade. Elle a immédiatement retiré sa main. Ses larmes se sont arrêtées net, comme si on avait coupé le robinet. Elle a répondu qu'elle ne reconnaîtrait rien puisqu'elle n'avait rien fait de mal. Et voilà, plus une larme, fini les grands discours sur l'amour ou la réparation. Son avocate a posé la main sur son bras pour tenter de la calmer, mais Haley a continué à s'expliquer, affirmant que les messages étaient privés, que je n'aurais jamais dû les lire et qu'aider une amie financièrement n'était pas un délit. La médiatrice s'est renfoncée dans son fauteuil et j'ai vu qu'elle prenait des notes, visiblement consciente de qui elle avait en face d'elle. Elena a croisé mon regard, je lui ai fait un petit signe de tête et elle a alors déclaré à la médiatrice qu'on arrêtait là les tentatives de négociation, que la procédure de divorce suivrait son cours. 2 semaines plus tard, on trouvait finalement un accord sans jamais mettre les pieds au tribunal. Aller récupérer ses affaires, sa voiture, et c'était tout. Pas de maison, pas d'économie, pas de pension. Elle acceptait de rembourser la moitié des 16 000 $ versés à Jade, soit 8 000 $, étalés sur 2 ans à hauteur de 333 $ par mois. Elena m'avait expliqué que je pourrais insister pour tout récupérer, mais qu'aller en justice me coûterait une fortune en honoraires d'avocat, sans compter que Haley resterait présente dans mon existence pendant encore des mois, avec son lot d'audiences et de confrontations. Selon elle, parfois, la meilleure vengeance, c'est de tourner la page. J'ai acquiescé parce que je voulais surtout sortir Haley de ma vie, bien plus que récupérer chaque centime. L'avocate a rédigé les documents et on a signé. L'avocate d'Haley avait l'air soulagée. Haley était furieuse, prise au piège. Elena semblait satisfaite. Moi, j'étais vidé. Officiellement, le divorce a été prononcé 4 mois et 3 jours après ce fameux vendredi soir où j'avais tout dévoilé.
Elena m'a appelé un mardi matin pour m'annoncer que le juge avait signé et que c'était terminé. Je suis passé à son cabinet dans l'après-midi pour récupérer mes exemplaires des documents, accompagné par Troy qui savait que je n'avais pas envie de vivre ce moment seul. Elena m'a tendu la pochette avec tous les papiers finaux et m'a félicité pour ma liberté retrouvée. Je suis resté un moment assis chez elle, à regarder ces feuilles qui disaient que mon mariage était terminé. 6 ans de vie commune, envolés. Mais au fond, ce n'était jamais vraiment une vraie histoire. Alec se servait de moi, tandis que moi, j'aimais une femme qui n'existait pas. J'étais soulagé que tout soit enfin derrière moi, triste d'avoir perdu autant de temps, en colère que ce soit tombé sur moi. Mais surtout, je me sentais libre enfin, de respirer sans me demander ce qu'elle tramait, à qui elle écrivait, quels mensonges elle inventait. Troy m'a posé la main sur l'épaule et m'a demandé si ça allait. Ça ira. On a quitté le bureau d'Elena et on est allé déjeuner, parce que je ne savais pas trop quoi faire d'autre de ce drôle de sentiment de solitude soudaine. 3 semaines après la fin du divorce, j'ai emménagé dans mon propre appartement. Troy avait été super de m'héberger en attendant, mais j'avais besoin d'être chez moi, vraiment. Un endroit sans aucun souvenir de LA, de Jade ou de tout ce tissu de mensonges. J'ai trouvé une pièce à 20 minutes du boulot. Le loyer était abordable, l'immeuble vieux mais propre. Je n'avais presque pas de meubles, Ali ayant gardé la quasi-totalité de ce qu'il y avait dans la maison sous prétexte d'affaires personnelles. Troy m'a filé son vieux canapé, qu'il voulait changer de toute façon. Cameron est arrivé avec une table de cuisine et des chaises qui traînaient dans son garage. Un autre pote m'a donné une étagère et des lampes. Ma chambre se résumait à un matelas posé à même le sol et une commode en plastique achetée en promotion. Franchement, l'ensemble avait plus l'allure d'un appart d'étudiant qu'autre chose, avec des meubles dépareillés et des murs nus. Mais au moins, c'était authentique. Chaque objet ici venait de quelqu'un qui tenait à moi, qui voulait m'aider, pas de quelqu'un obsédé par l'apparence et le faux semblant. Je me suis retrouvé ce soir-là assis sur le vieux canapé, à manger une pizza dans sa boîte, à contempler mon nouveau chez moi, simple, honnête et surtout à moi. Ce n'était peut-être pas grand-chose, mais c'était à moi, pour de vrai. Et à bien y réfléchir, je me sentais bien mieux là que dans la grande maison avec Alec. 1 mois après mon installation, j'ai découvert, grâce à Cameron qui gardait un œil sur ce qu'il advenait de Alec et Jade, ce qu'elles étaient devenues après la débâcle. Un samedi matin, autour d'un café, il m'a appris que leur histoire n'avait pas survécu au divorce. Elles s'étaient retournées l'une contre l'autre, chacune accusant l'autre de l'échec de leur plan, et du fait que j'ai tout découvert. On raconte que Jade a fait ses valises et est partie vivre dans une autre région avec Ronan Austin, sa copine secrète depuis le début. Selon Cameron, elle serait partie sans adresser un mot à personne, ce qui, connaissant son passé de mensonge, n'est pas si étonnant. Alec, elle, vivait chez sa mère Olive et travaillait dans une boutique de fringues du centre commercial. Impossible pour elle de prendre un logement à cause de la dette qu'elle avait envers moi et parce qu'elle avait perdu son vrai boulot après que ses agissements se soient ébruités. D'après Cameron, il l'a croisée un jour au supermarché. Elle l'a superbement ignoré, comme s'il n'existait pas. Il m'a raconté qu'elle avait l'air crevée, en colère, et qu'il s'est senti désolé pour elle 2 secondes, avant de se rappeler ce qu'elle m'avait fait subir. 6 mois après la fameuse soirée où j'avais montré les captures d'écran, j'ai réalisé un matin que j'allais plutôt bien. Chaque semaine, je voyais la psy recommandée par Troy. On travaillait sur mes problèmes de confiance, cette impression permanente que tout le monde complotait dans mon dos. Elle m'a aidé à comprendre que Ali et Jade étaient juste des personnes toxiques, pas une preuve que tout le monde l'est. Dit comme ça paraît évident, mais il m'a fallu des mois pour vraiment l'admettre. Petit à petit, j'ai pu recommencer à rencontrer du monde sans me demander systématiquement ce qu'ils me voulaient ou ce qu'ils cherchaient à cacher. J'arrivais à discuter sans décortiquer chaque phrase dans l'espoir d'y débusquer un double sens. J'ai fait de nouvelles rencontres et, pour une fois, j'ai vraiment pris plaisir à sortir, au lieu de passer tout le rendez-vous à m'attendre à être déçu encore une fois. Dès le début, j'ai joué carte sur table à propos de mon passé. J'ai expliqué que j'étais divorcée et que j'avais encore des difficultés à accorder ma confiance. Finalement, être honnête à ce sujet m'a soulagée plus qu'autre chose. Et puis, au boulot, sans même que je m'y attende vu le chaos de mon mariage, j'ai décroché une promotion. Un après-midi, mon chef m'a appelé dans son bureau pour m'annoncer que j'allais passer analyste senior avec, en prime, une belle augmentation. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais vu aussi concentré et sûr de moi depuis qu'on bossait ensemble, que les épreuves que j'avais traversées m'avaient finalement rendu plus affûté que jamais. Je l'ai remercié, puis, en repartant à mon poste, je me suis dit qu'au fond, perdre Alec n'aurait peut-être pas été un mal pour ma carrière. Pendant mon mariage, j'étais constamment à cran, absorbé par l'idée de la satisfaire, de répondre à ses attentes sans fin, sans réaliser à quel point ça me bouffait la tête.
Une fois libéré de ce poids, j'ai enfin pu donner le meilleur de moi-même au travail. 1 an après la fameuse soirée où j'avais sorti mon téléphone pour leur montrer ces captures d'écran, je me retrouvais un vendredi soir dans mon appart, une pizza dégoulinante à la main avec Troy et Cameron devant un film d'action vraiment nul, et j'ai eu ce déclic. J'étais enfin à ma place, vraiment. Mon appartement n'était pas bien grand, mais il était à moi, et je l'aimais autant pour ce qu'il était que pour ce qu'il représentait. Mes meubles ressemblaient toujours à un joyeux patchwork de trucs récupérés chez les potes, mais c'était 1000 fois plus authentique que tout ce qu'il y avait eu chez Hailey. J'étais entouré d'amis qui avaient fait leurs preuves quand tout s'est compliqué, d'un frère qui ne m'a jamais lâché, même au creux de la tempête. Je me permettais de fréquenter des gens sans prise de tête, sans me presser de tout rendre sérieux ou définitif. J'adorais mon travail et j'avais enfin l'impression de maîtriser mon avenir, de pouvoir le modeler à mon idée. Hailey et Jade avaient cru pouvoir se servir de moi comme roue de secours ou donneur involontaire, espérant m'enfermer à jamais dans leur micmac et profiter du fruit de mes efforts. Mais, avec du recul, elles m'avaient finalement offert le plus beau cadeau, découvrir qui elles étaient vraiment, avant de perdre 10 ans de plus à leur côté. J'aurais pu m'accrocher à elle pendant encore des années, fonder une famille sans savoir qu'elle ne m'avait jamais aimé. La trahison a été brutale, mais sur le long terme, elle a été une chance. Et, assis là avec mon frère et mon meilleur pote, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une immense gratitude pour ce revirement improbable.